on a des indices autour de nous qui nous disent que même l'administration américaine envisage la fin, ou en tout cas le passage d'une séquence militaire à une séquence diplomatique importante, tout en sachant qu'on n'a pas encore parlé du fait que cette frappe spectaculaire, l'élimination de dizaines de ministres et d'officiels outils, elle peut aussi être comprise dans un cadre d'une progression avec les Saoudiens. D'accord, c'est un cadeau très important. On est un peu à la veille des accords d'Abraham en ce moment. On a plein d'indices. Pour l'instant, Netanyahou se tait et d'un coup d'un seul, on va voir les résultats, je pense, d'ici quelques semaines. Eh bien, je pense que nous sommes en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions essayer de faire le point sur les enjeux du gouvernement israélien aujourd'hui. Nous sommes le 31 août, on va rentrer dans ce mois de septembre avec des enjeux, on va dire, à la fois sur le plan sécuritaire, comme je le disais à l'instant, avec la possible ou probable conquête de Gaza City, et puis de l'autre côté il y aura les enjeux diplomatiques avec la reconnaissance par certains pays, on va dire, d'un État palestinien indépendant dans le cadre de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et puis peut-être même avant des développements qui pourraient intervenir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je vous rappelle que le président Trump a parlé d'une fin de guerre d'ici 2 à 3 semaines. Alors je voudrais essayer de faire le point avec vous et sur un point particulier, parce que c'est pas tout à fait clair, et je pense que pour nos auditeurs aussi, c'est pas tout à fait clair. D'un côté, le Hamas a donné une réponse, il y a de cela une dizaine de jours, favorable à un accord partiel, mais le gouvernement israélien, lui, affirme qu'il ne négociera pas d'accord partiel, seulement un accord global. Et là-dessus, il y a des avis, on va dire, divergents. On a le sentiment que d'un côté, les familles d'otages voudraient avoir un accord qui permette le retour de tout le monde, de tous les otages. Mais d'un autre côté, eh bien, il y a ceux qui pressent et qui disent un accord tout de suite, ne pas traîner, ne pas rater l'occasion, même ne pas rater la réponse positive, entre guillemets, du Hamas d'il y a 10 jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors Daniel, d'abord, je pense qu'on va juste un instant prendre le temps de féliciter les forces de l'ordre pour avoir ramené 2 otages ce week-end, quand même. Oui, Ilan et Idan Shtivi, qui sont tous les deux, ont été enlevés, assassinés déjà, mais qui ont été retournés en Israël dans des opérations compliquées en cette fin de semaine, ce qui est très important quand même de le rappeler, qu'il y a 48 otages maintenant dans la bande de Gaza. Sur 207 otages, 248 sont retournés vivants. Je pense que, pour répondre à votre question, oui, effectivement, Benjamin Netanyahou n'a pas répondu, voilà, tout simplement, a évité de répondre à ces gros titres qui ont fait la une, il y a plus d'une dizaine de jours maintenant, où le Hamas a eu à cœur d'annoncer, voilà, le Hamas dit oui. D'accord? Parce qu'il y avait une espèce de suite logique, il y avait la campagne médiatique autour de la famine à Gaza, dont on sait qu'elle était mensongère, mais il y avait une énorme pression internationale avec beaucoup de pays qui parlaient de reconnaissance palestinienne, etc. On sentait qu'il y avait une campagne à son sommet, et donc le Hamas avait très envie de montrer que voilà, ça y est, c'était lui le côté coopératif, et que de pousser Israël, si vous voulez, dans l'impasse, ou en tout cas de l'acculer, en disant voilà, le Hamas a dit oui, la presse étrangère a titré là-dessus, et maintenant, que dit Israël, d'accord? Et donc, voilà, Jérusalem a évité de répondre, donc c'est un peu anticlimatique cette chose-là. Et effectivement, on attend de savoir sur quoi se positionne exactement Benjamin Netanyahou. Effectivement, du point de vue des familles des otages, je pense qu'au début de l'été, il y avait un effort important du côté du forum des otages de dire, voilà, nous n'accepterons plus aucun accord de libération partielle parce qu'il s'agit de la sélection. Ça rappelle les pires heures de l'histoire juive. On ne sélectionne pas entre un juif vivant et un autre juif vivant. Il faut que tout le monde puisse revenir maintenant puisqu'il s'agit d'une urgence humanitaire pour tout le monde. Et donc, le gouvernement s'était aligné sur cette demande, d'accord? Et maintenant, ce qu'on entend, c'est des choses différentes du point de vue des familles des otages. On peut évidemment pas leur reprocher. Il s'agit d'une pression extraordinaire, notamment depuis la fameuse vidéo qui nous montre des otages dans un état rachitique. Mais au-delà de ça, bien évidemment, toutes les familles veulent avoir leurs proches le plus vite possible retournés chez elles. Donc je pense qu'on peut mettre de côté, du point de vue géopolitique en tout cas, ce que disent les familles, puisqu'évidemment, ce que disent les familles, c'est qu'elles veulent avoir leurs proches tout de suite et immédiatement, d'accord? Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est possible? Et sachant que en Israël, on sait très bien que si on négocie un accord partiel et qu'on arrive bon an, mal an, à faire libérer 10 otages vivants. Alors ça dépend, parce que l'offre de Hamas c'était 8 maintenant et puis 2 plus tard, d'accord? Mais environ 10.
Ça veut dire que les 10 suivants, les 10 derniers, sont condamnés à rester ad vitam aeternam dans les tunnels du Hamas. Et donc, c'est ce qu'on veut éviter du côté d'Israël. Et on veut effectivement obtenir un cessez-le-feu qui soit avantageux pour tous les otages et qui soit dans des conditions qu'Israël puisse tenir, c'est-à-dire pas un retrait complet de la bande de Gaza comme l'exige le Hamas. Donc en fait les conditions elles sont là. Donc effectivement on a entendu Donald Trump donner d'un coup une timeline qui est 2 à 3 semaines et on sait qu'on a la conférence Emmanuel Macron lui de son côté il a aussi donné des indices. Au début il a parlé d'une conférence à l'Assemblée générale de l'ONU et puis la semaine dernière il a donné la date. Le 22 septembre, d'accord? Donc, on est effectivement à J-3 semaines, si vous voulez, de ce qui peut se passer à l'ONU. Et on imagine qu'on va avoir une séquence diplomatique très importante d'ici là. À noter, grosse annonce de l'administration américaine, ce week-end aussi, Daniel, c'est concernant de dire les dirigeants palestiniens. L'entrée de Abou Mazen, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, sur le territoire américain. Donc, énorme annonce. Donc, vous comprenez bien que la conférence d'Emmanuel Macron risque de s'en voir chamboulée. Je vais revenir plutôt sur ce qui se passe. Est-ce que vous pensez vraiment que ce que fait Benyamin Netanyahou actuellement, avec, on va dire, les préparatifs en vue de l'opération israélienne à l'intérieur de la ville de Gaza et des camps du centre, c'est une utilisation d'un levier de pression qui est solide, ou alors il y a véritablement une volonté du Premier ministre d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de conquérir la ville de Gaza pour peut-être essayer de mettre le Hamas à un genou à terre ou 2 genoux à terre? Alors, vous savez, Daniel, que les biographes de Benjamin Netanyahou ont tendance à citer son entourage en disant même l'ombre de Benjamin Netanyahou ne sait pas ce que Benjamin Netanyahou pense. D'accord? Ouais. Et je pense qu'on est dans une situation comme ça. C'est-à-dire qu'on aura beau jeu de deviner. Moi, sincèrement, en toute honnêteté, je ne sais pas ce que Benjamin Netanyahou pense. Ça peut être de la pression. Bien sûr, et pour que ce soit crédible, il faut au maximum avancer dans ce plan pour donner le maximum de poids au levier. Ou ça peut être une décision de Benjamin Netanyahou que la ville de Gaza étant les derniers 25% de la bande de Gaza dans lesquels le Tsahal n'était pas entré jusqu'à présent, ou alors que de façon extrêmement sporadique par souci des otages notamment, que cette ville de Gaza ne peut pas rester comme, si vous voulez, point fort du Hamas, ne peut pas rester comme rempart. Ce serait comme, je sais pas moi, gagner la Seconde Guerre mondiale et laisser Berlin à Hitler, d'accord, toute proportion gardée, mais ne peut pas rester comme symbole de la victoire de la bande de Gaza, d'autant plus que c'est la capitale de l'enclave. Et donc, on peut vraiment imaginer les deux scénarios, tout en sachant qu'on a des indices autour de nous qui nous disent que même l'administration américaine envisage la fin ou en tout cas le passage d'une séquence militaire à une séquence diplomatique importante, tout en sachant, Daniel, qu'on n'avait pas encore parlé du fait que cette frappe spectaculaire, l'élimination de dizaines de ministres et d'officiels Houthis, des rebelles Houthis yéménites, donc on va dire un groupe terroriste qui vise Israël, mais pas que, qui était en guerre avec l'Arabie Saoudite notamment. Donc cette frappe spectaculaire d'Israël, elle peut aussi être comprise dans un cadre d'une progression avec les Saoudiens, d'accord? C'est un cadeau très important à Riyad, ce qui s'est passé. Et on va rappeler, les Houthis et l'Arabie Saoudite étaient en guerre pendant des années et Riyad n'a pas réussi à juguler ce groupe terroriste au Yémen qui lui fait la misère et qui tire sur l'Arabie Saoudite, d'accord, qui est à la botte de Téhéran. Donc, est-ce que ça aussi, c'est un cadeau à Riyad dans le cadre de négociations secrètes dont on va soudain entendre parler, d'accord, d'un coup, on va voir une normalisation qui va nous arriver d'un coup, d'un tel comme ça. On a un sentiment, je suis pas du tout la seule à le dire, qu'on est un peu à la veille des accords d'Abraham en ce moment, Daniel. C'est-à-dire qu'on a plein d'indices, que pour l'instant, Netanyahou se tait, et d'un coup, d'un seul, on va voir les résultats, je pense, d'ici quelques semaines. Alors justement, maintenant, je voudrais parler de cette initiative d'Emmanuel Macron du 22 septembre. Finalement, il faut bien avouer, dans un premier temps, on pensait qu'effectivement Macron allait réussir à rassembler, on va dire, plusieurs pays autour de son initiative. Et puis, on voit que peu à peu, les pays importants, traînent des pieds pour reconnaître un État palestinien. Il repose à nouveau des conditions qu'Emmanuel Macron avait posées également dans un premier temps et qu'il avait abandonnées. Ça risque de capoter cette opération d'Emmanuel Macron, cette opération diplomatique? Mais je vous dis, c'est déjà les États-Unis ont quand même tourné en ridicule l'initiative de Macron. C'est-à-dire que si on annonce en grande pompe une reconnaissance et alors que le principal lauréat de la fête n'est pas présent, c'est quand même un petit peu dommage.
Oui, si vous voulez, je pense que Emmanuel Macron n'est pas pris au sérieux. Donald Trump a dit plusieurs fois qu'il n'est pas méchant, Emmanuel, mais enfin, voilà. Donc, on comprend bien qu'il y a un certain mépris de la part de Washington. Et je pense que toutes les chancelleries européennes sont d'accord pour dire qu'il y a un emballement du côté d'Emmanuel Macron. Et tous les analystes sont d'accord pour dire que c'est plus facile pour Emmanuel Macron aujourd'hui de tenter d'avoir de l'importance sur la scène internationale, de se positionner comme acteur important du Proche-Orient, voilà, alors que la France a une histoire au Proche-Orient, évidemment, avec sa proximité au Liban et ainsi de suite. C'est plus facile pour Emmanuel Macron d'essayer de faire avancer des pions sur cette scène-là que sur sa scène intérieure, alors que on est le 31 août, la semaine prochaine, son Premier ministre a annoncé un vote de confiance, son gouvernement risque fort probablement de tomber pour une question de budget. Vous savez qu'en Israël, quand on n'arrive pas à faire passer le budget, en général, on va en élection, d'accord? Alors, on n'en est peut-être pas là en France, mais c'est un vote de confiance important au Parlement et ce serait encore une fois une raison d'aller en élection anticipée ou en tout cas le symptôme d'un gouvernement et d'une cote de popularité qui est au plus mal en France. Donc, une fois ce contexte-là placé, je ne doute pas du fait que Emmanuel Macron pense qu'il agit pour le bien parce que Emmanuel Macron aime beaucoup les symboles et qu'il pense que annoncer préserver à tout prix la solution à deux États en reconnaissant un État palestinien malgré le fait que l'autorité palestinienne c'est franchement pas une entité d'une part qui va bien, on va rappeler qu'à sa tête est un homme très malade, élu en 2004 pour 4 ans, c'est-à-dire qu'il voilà plus de 20 ans qu'il est au pouvoir sans mandat électoral démocratique, corrompu jusqu'à la moelle, et qui en plus finance le terrorisme, même si elle le fait de façon, on va dire, un peu plus diplomatique et un peu en arrondissant les angles par rapport au Hamas, mais finalement qui détient la même idéologie, qui a toujours cherché à boycotter l'État d'Israël, qui n'a jamais cherché à faire avancer la paix, et donc finalement qui est dans cette idéologie de la rivière jusqu'à la mer, sauf qu'elle exprime de manière différente que le Hamas. Oui. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on comprend bien qu'Emmanuel Macron a du mal à être suivi par ses homologues, en comprenant bien que c'est très risqué ce qu'il est en train de faire, ça risque pas franchement de porter des fruits. Et en plus, visiblement, ça vous met en porte-à-faux avec les Américains, chose que probablement les Européens n'ont pas envie de risquer en ce moment. Alors justement, les Américains, ça sera ma dernière question, Myriam. Les Américains semblent soutenir Israël, on va dire jusqu'au bout, à 100%. Ils émettent sur la même longueur d'onde, que ce soit sur le plan diplomatique et que sur le plan même sécuritaire, puisqu'on voit même que l'administration Trump, dites-moi si je me trompe, mais semble cautionner si Benjamin Netanyahou devait décider de lancer une opération dans la ville de Gaza, eh bien l'administration Trump semblerait la cautionner sans réserve, c'est-à-dire lui donner la carte blanche pour conquérir la ville de Gaza le moment venu, en rendant le Hamas responsable des échecs des pourparlers. C'est-à-dire le fait qu'on fasse reposer, on va dire, l'intégralité, on va dire, de la diplomatie internationale d'Israël sur ce soutien de Donald Trump, c'est pas un peu risqué, surtout quand on connaît, on va dire, le personnage qui peut être imprévisible et se retourner comme une crêpe? Oui, mais je pense pas, Daniel, qu'il faille le regarder uniquement via ce prisme-là. Le prisme, c'est les forces modérées du Proche-Orient. D'accord? Aujourd'hui, Donald Trump, oui, il est pro-israélien. Il a un sentiment pro-israélien, c'est certain, mais c'est avant tout le président du business. Et Donald Trump a fait un voyage au printemps au Proche-Orient, au cours duquel il ne s'est pas rendu en Israël, au cours duquel il s'est rendu uniquement chez ses partenaires du Golfe. Et les forces modérées du Golfe aujourd'hui disent tous la même chose. Ils disent on veut avoir pour partenaire Israël en raison de la technologie, d'accord? C'est des gens qui comprennent qu'il y a une ère qui est l'ère post-pétrole et qu'il va falloir commencer à investir dans autre chose que le pétrole et qui comprennent bien en ce sens-là qu'Israël, voilà, même en comprenant le fait que c'est un État juif, que ce sont des États arabes, etc., et toute l'histoire de la région, Israël est un partenaire économique majeur
pour ces monarchies du Golfe-là. Et donc, dans ce sens-là, ils disent tous la même chose. Débarrassez-vous des radicaux du Proche-Orient. D'une part, vous nous rendez service, et je rappelle la frappe contre les Houthis, et d'autre part, c'est la seule façon d'avancer vers la prospérité économique. Et ça, c'est ce qui intéresse Donald Trump, d'accord? Donc, dire que tout repose uniquement sur le sentiment pro-israélien de Trump, je pense que c'est trop étroit comme vision. Et fondamentalement, Donald Trump a envie de faire du business au Proche-Orient, et c'est la façon de le faire. Il l'a dit depuis le début. Il a dit, j'envisage une Riviera dans la bande de Gaza. C'est une façon très trumpienne de parler, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il voit des possibilités économiques et que ces possibilités-là n'existent pas tant qu'un groupe terroriste règne dans cette enclave-là. Donc, il dit à Israël, faites ce qu'il faut pour que la voie soit libre, pour qu'on puisse faire fleurir le Proche-Orient, cette fois-ci pour de vrai. Eh bien, Myriam Shermer, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions de ce matin sur ces développements, on va dire, à la fois sécuritaires et diplomatiques. Et sachez que pendant que l'on se parlait, eh bien, la famille du porte-parole du Hamas, Abu Obaïdeh, a confirmé qu'il avait bel et bien été éliminé donc par des tirs de l'armée israélienne lorsqu'il avait été repéré, donc apparemment dans une boulangerie de la ville de Gaza. C'est un développement important puisque c'était d'une certaine manière l'image, je dirais même masquée donc du Hamas depuis le début de la guerre et même avant. Merci beaucoup Myriam d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel.